Alors il y avait un peu de plaisanterie dans la musique de Qui veut gagner des millions tout à l'heure sur le petit sommaire, mais on a un peu l'impression que chacun joue à la roulette russe avec le destin des Français. On va écouter Michel Barnier. Il était hier l'invité d'un grand journal. Il semble ne pas du tout entendre les demandes du Rassemblement national. Vous allez nous expliquer de quoi il ressort exactement, Thomas Ménager. Mais d'abord les arguments du Premier ministre. Écoutons-le. Le moment est très grave, c'est le vote du budget de la nation qui est en cause. Il y a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas une surprise pour moi parce que je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles j'ai été nommé. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record, pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est la première fois depuis 1958. Et s'il n'y a pas de budget, M. Boulot, c'est extrêmement grave. Les voix de M. Mélenchon de l'extrême gauche, de LFI, et les voix de Mme Le Pen du Rassemblement national, auxquelles se joindraient le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de budget, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves. Voilà pour les arguments de Michel Barnier. Je vois à Thomas Ménager que vous secouez la tête. Ça veut dire qu'il n'y aura rien de tout ce que prédit le Premier ministre si son gouvernement tombe ? Depuis 2 jours, en fait, on voit que les éléments de langage, c'est de jouer sur les peurs, c'est-à-dire de donner le sentiment que ça va être le chaos, alors qu'en plus, dans l'histoire de la Ve République, on a déjà connu, alors pas dans le même contexte, pour des raisons différentes, mais on a des institutions qui sont très bien faites. Contrairement à ce qu'a pu dire Madame Borne il y a quelques jours, la carte vitale marchera très bien le 1er janvier au matin. Il y aura encore des trains et des bus qui passeront. Tout ne va pas s'écrouler. Non, enfin, à un moment, il faut arrêter de vouloir faire peur. Ça ne serait pas la meilleure situation et c'est pour ça que nous, on essaie jusqu'au dernier moment de faire entendre raison au Premier ministre, de lui avoir donné un certain nombre de lignes rouges que nous avons fixées. On ne le prend pas en traître. Depuis le début, on lui a dit, nous, on est constructifs. Donc il ne vous écoute pas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pour le moment, il n'écoute pas Marine Le Pen. On a l'impression, hier soir, c'était assez lunaire. Déjà, il a fait un très grand journal, vous le savez, pour rien annoncer. Enfin, objectivement, il est juste venu dire, on va essayer de travailler, on va essayer de trouver des compromis. Il a fait le même journal il y a 1 mois et demi. Donc aujourd'hui, on est au pied du mur. Il est au pied du mur. Nous, on ne veut pas censurer parce qu'on préférait qu'il y ait une autre... Vous ne voulez pas censurer ? Non, dans un monde parfait, on voudrait qu'il reprenne... Là, on n'est pas dans le monde parfait, alors. Oui, mais c'est-à-dire si on avait un Premier ministre qui avait réellement entendu les élections législatives, qui avait vraiment entendu la feuille de route qu'on lui a donnée, les éléments qu'on lui a donnés, parce qu'on lui a apporté à la fois 13 milliards qu'on veut redonner aux Français en pouvoir d'achat et 14 milliards d'économies. À lui de s'en saisir. Si par contre il ne s'en saisit pas, qu'on soit clair pour les téléspectateurs et les auditeurs, l'idée c'est de prolonger peut-être d'1 mois ou 2 mois le budget de l'an passé, parce que le budget de l'an passé serait moins pire pour les Français que ce nouveau budget qui nous est présenté. Alors Arnaud Benedetti, vous croyez aux arguments de Michel Barnier qui nous prédit la tempête et la bourrasque, à ceux du Rassemblement national qui nous dit mais non, tout va très bien Madame Marquise, on reprendra le budget de l'an dernier. Alors, ça où est la réalité entre ces deux versions ? Si vous voulez, je suis moyennement d'accord avec vous, ça serait une situation quand même assez exceptionnelle sous la Ve République, mais je vous le concède, on est déjà dans une situation exceptionnelle. Donc on rajouterait l'exceptionnel à l'exceptionnel. Mais la vérité, en fait, il y a 2 éléments. Aujourd'hui, je vois bien quelle est la stratégie du Rassemblement national, c'est de considérer en effet que du côté du gouvernement, on n'a pas donné un certain nombre, j'allais dire, d'éléments qui permettraient au Rassemblement national de justifier au moins une abstention et le fait qu'on ne s'associe pas à une motion de censure. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les études d'opinion, et ça c'est quand même un point important, une grande majorité de l'électorat du Rassemblement national pousse à la censure. Et d'ailleurs, quand on regarde... Oui, mais pourquoi il pousse à la censure ? Parce qu'il pense que le RN va arriver au pouvoir. Il pousse à la censure ce qui ne sera pas le cas. Alors, il pousse à la censure... Non, mais il y a plusieurs raisons. Bien sûr, mais là, à court terme... Il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi cette idée qu'en effet, ça va accélérer le calendrier électoral et donc le calendrier institutionnel. Il y a aussi le fait qu'une partie de l'électorat du Rassemblement national considère qu'on lui a volé la victoire aux dernières élections législatives. Il y a le fait aussi qu'une partie de cet électorat considère qu'en effet, aujourd'hui, ce budget ne correspond pas à ses attentes. Il y a toutes ces raisons. Le vrai sujet aujourd'hui, moi je pense, au-delà de l'attitude du Rassemblement national, ça va être de savoir quelle va être l'attitude du Parti socialiste aussi au sein même du nouveau Front populaire. Il y a quand même une interrogation qui se pose, même si, pour l'instant, il me semble, d'après ce que j'entends, la plupart des responsables du Parti socialiste
sauf monsieur quand même Vallaud, disent qu'il serait plutôt favorable à s'associer à la censure, enfin à voter la censure. Alors, oui, Laetitia Guinan, peut-être un petit mot. Oui, je pense qu'il faut distinguer la question du budget et la question effectivement des finances de la France et de la dette. Parce que la question du budget, effectivement, il n'y aura pas de shutdown, il y aura un budget qui sera reconduit. Alors certains s'en plaindront, d'autres trouveront ça très bien parce que justement il y a moins de prélèvements, etc. Après, la question est de savoir si on croit ou si on ne croit pas que la France peut être mise en banqueroute aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans les semaines qui viennent. Et la question c'est qu'est-ce qui nous ferait dire que non ? Parce que finalement, elle a une dette qui va effectivement, enfin les marchés, on l'a dit, marchent sur la confiance. Quand ils verront le péchi politique, qui n'est pas d'hier, puisque ça fait quand même des semaines et des mois que la France est gouvernée, que personne n'a en considération le bien commun et que chacun effectivement joue son agenda. Alors tout le monde a raison de jouer son agenda politique, de parler à ses électeurs, c'est parfaitement légitime. Mais il y a un moment donné, effectivement, se dire est-ce que oui ou non on risque la banqueroute ? Et si oui, parce que, encore une fois, et c'est pas considéré la question européenne aussi, parce que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe de la Grèce à l'époque. Et donc, il n'y a pas non plus là du tout de garantie, il y a même plutôt les garanties inverses, que l'Allemagne ne soutiendra pas et les autres pays non plus. Enfin, donc, si on arrive à la conclusion que oui, il y a une vraie menace, alors là, les Français vont tous être dans une grosse mouise, pour de vrai. Mais ils le sont. Alors, un petit mot d'Alexandre Devecchio et après M. Ménager. Je pense qu'ils le sont déjà, pardonnez-moi. D'autre part, il y a bien un moment où il faudra remettre à plat ce système-là. Donc, si vraiment il doit y avoir une banqueroute, c'est pas ce budget qui est un budget qui va de toute manière gréver la croissance et qui n'est pas un budget plus sérieux que le précédent. Vous verrez qu'il y aura une loi de finances rectificative parce que quand on prélève beaucoup d'impôts, les rentrées fiscales sont pas aussi bonnes qu'on ne le pense et donc ce ne sera pas un budget en équilibre. De toute manière, on est dans cette crise-là. À mon avis, il y aura pas de, si vous voulez, de banqueroute du jour au lendemain. On est dans un lent affaissement. Pour sortir de ce lent affaissement, il faut des solutions politiques et un débat politique. En vérité, on veut évacuer la politique et rester dans la technique budgétaire. Je pense que c'est d'ailleurs le péché en fait qu'on commet depuis des années et des années, faire des budgets court-termistes pour faire plaisir à Bruxelles, pour faire plaisir pour passer aux marchés entre les gouttes, et sans jamais régler les vrais problèmes. Il est temps peut-être d'avoir un moment cathartique et un vrai débat politique. Et moi, je ne crois pas qu'il est totalement exclu que cette crise politique, parce que c'est une crise politique, ne se dénoue pas par une élection présidentielle anticipée. Alors, on revient sur la question de la réélection présidentielle. Je vous dis qu'Emmanuel Macron ne quittera pas le poste avant 2027, mais bon, quand même Ménager, vous avez espoir que le président de la République donne sa démission ou pas, vous, au Rassemblement national? On n'est pas dans ce type de pari. Ce qui est certain, c'est que je suis d'accord, c'est que le problème, c'est que c'est un budget court-termiste. C'est-à-dire qu'on a essayé, comme d'habitude, de tirer un peu sur le pouvoir d'achat, ne pas faire de réformes structurelles. Et le problème économique sur les marchés, sur la confiance qu'on nous agite comme un chiffon rouge aujourd'hui, si on ne l'a pas demain, on l'aura dans tous les cas dans un an. Oui. En augmentant le coût du travail sur les entreprises, on est déjà les champions du monde au niveau du coût du travail dans les entreprises. On a déjà un pays qui connaît des défaillances records. Les manques de recettes qu'on va avoir si on tue la croissance dans notre pays avec ce budget seront bien pires que le fait de prolonger le budget d'un mois. C'est ça, c'est la vision qu'il faut avoir aujourd'hui, qu'il n'y a pas dans ce budget. C'est vraiment de projeter le pays vers demain et donc de faire des économies structurelles et de changer complètement notre paradigme. Thomas Ménager, on a entendu Marine Le Pen il y a quelques instants à la sortie de l'audience de son procès. Elle dit que la décision de la justice qui la concerne n'aura aucun impact avec les décisions politiques qu'elle prendrait. Est-ce que vous le pensez aussi? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un impact? Elle se dit, mais pourquoi, si je suis inéligible dans 3 mois, pourquoi pas jouer mon va-tout maintenant? Mais ça n'aurait aucun impact sur la décision du président de la République. Ça, c'est vraiment de l'analyse qui est totalement décorrélée, en plus de ce qu'est Marine Le Pen, qui pense à l'intérêt général, qui est là très heureuse de pouvoir revenir pleinement à l'Assemblée nationale, défendre les Français dans le cadre de son mandat. Aujourd'hui, par contre, il est vrai qu'à un moment, si jusqu'au mois de juin, on n'arrive pas à tenir, ça sera quand même une question que devra se poser le président de la République. De la suite, alors je sais que vous ne semblez pas avoir fait ce pari. Non, mais je pense que je vois pas pourquoi il partirait, c'est une question mais qui voilà. devra se poser. Nous, on n'appelle pas à sa démission, mais à un moment, il est responsable de la situation, responsable du chaos institutionnel qu'on connaît aujourd'hui. Et on l'avait dit, quand ils ont voulu faire barrage dans ce parti unique, en s'alliant tous contre le Rassemblement national qui était donné gagnant, on arrivait à ces 3 blocs qui rendent le pays ingouvernable. Encore une question, après je passe la parole à mes invités, ils sont impatients. Vous avez un soutien inattendu de la part de Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il espère pour le bien de son pays que les députés ne voteront pas
la censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Il dit qu'il vaut mieux un budget substantiellement modifié que pas de budget du tout. Il dit les demandes de modification, sous-entendu du Rassemblement national, sont légitimes. Elles répondent aux souhaits démocratiques des millions de citoyens français. Il dit exactement ce que vous dites. Il faut faire un compromis sur la taxe sur l'électricité, la non-augmentation des charges. La main doit être tendue aux parlementaires. Et il faut, bien sûr, discuter avec les députés du Rassemblement national. Leurs 11 millions d'électeurs, qui sont bien souvent les déçus des partis dits du gouvernement, ne peuvent être méprisés, encore moins exclus du champ démocratique. Que dites-vous à Gérald Darmanin, Thomas Ménager ? Qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Alors j'espère que c'est bien lui, qu'il ne s'est pas fait pirater son compte, parce qu'on n'y est pas habitué. Donc pour le moment, on attend soit le communiqué pour infirmer ou confirmer ses propos, mais ça serait juste les propos d'un démocrate qui tient compte des 11 millions de Français, qui tient compte du premier groupe à l'Assemblée nationale, surtout que, je le dis, on ne demande pas des trucs totalement fous. On est arrivé avec un contre-budget, on a demandé 13 milliards, on a aligné 14 milliards, il y a même 1 milliard de marge. Alors soit ça sera 1 milliard de plus d'économie, soit ça sera ce que le Premier ministre ne veut pas. Donc j'espère, et alors à moi qui compte peut-être être Premier ministre dans quelques temps, je ne sais pas quel est le calcul de M. Darmanin, mais ça serait la position que tout le monde devrait avoir dans notre pays. Mais c'est bien les mêmes qui appelaient au Front républicain au second tour des législatives. C'est ce que je vous dis, c'est incompréhensible. Je vous dis, il y a des idiots qui ne changent pas d'avis. Et puis lui, il a été élu grâce au retrait, je crois, de la France Insoumise, mais par contre, il était contre les alliances, enfin contre les reports mutuels, etc. Il avait quand même fait savoir à l'époque. Oui, c'est pas Gabriel Attal. Il faut lui rendre ça exactement. Il était très différent de Gabriel Attal sur le sujet. Moi, j'ai envie de dire un mot de la psychologie d'Emmanuel Macron que, comme tout un chacun, je ne connais pas. Évidemment, personne ne comprend ce que personne ne sait. Mais en revanche, par contre, souvenez-vous de l'époque où, en 2016, il était ministre de l'économie et on envisageait qu'il se présentait à la présidentielle. On le prenait tous pour un fou. Il l'a fait et au moment de la dissolution, une heure avant, on ne se doutait pas une seconde qu'il allait le faire. Donc attention, sauf Pascal Pro. Sauf Pascal Pro qui avait la formation avant. Lui, il ne l'avait pas deviné, il le savait. C'est très différent. Laurence, je pense que c'est dans son intérêt au président de la République. Pardon, Naïma. C'est juste, je rebondis là-dessus, c'est que tout le monde a l'air de considérer que ce serait une solution farfelue. Moi, je pense que ce serait dans son intérêt personnel en plus. Ce serait dans l'intérêt du pays de dénouer la crise politique. Ce serait dans son intérêt personnel. Déjà, tenir 3 ans comme ça sans pouvoir faire de politique, c'est très long. Surtout que Emmanuel Macron aimait dire qu'il était le chef et aimait décider. Ça doit être très compliqué pour sa psychologie. Ensuite, il finirait sur 2 succès. Les Jeux Olympiques et Notre-Dame, il a insufflé la reconstruction. Non, mais on peut lui rendre ça. C'est la vie rêvée d'Alexandre Devecchio. Non, mais oui. Et ensuite, pour ménager l'avenir, il vaut mieux partir avec un peu de panache pour peut-être mieux revenir que partir après une longue agonie de 3 ans. Oui, mais parce qu'ils ont tous dans la tête de revenir. Je suis pas sûr que ce soit possible. Arnaud Benedetti peut se représenter. Non, mais c'est vrai que je crois que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas du tout écarter, c'est pas du tout farfelu en l'occurrence. Le seul moyen aujourd'hui de sortir de la crise, c'est de remettre les compteurs institutionnels à zéro. On voit bien que quand même le sujet fondamental qui pose problème, le nœud du problème, c'est le président de la République. Et demain, inévitablement, s'il y a une motion de censure qui est adoptée, vous verrez un certain nombre de voix dans les oppositions, bien évidemment, demander la démission du président de la République. Je rappelle qu'il y a on l'a oublié parce que tout va très vite, mais il y a quelques mois, c'était je crois au mois de septembre, Édouard Philippe a annoncé sa déclaration, a annoncé sa candidature à la présidentielle. Si vous voulez, s'il annonce sa candidature à la présidentielle, c'est que lui-même a anticipé plus ou moins le fait que cette hypothèse n'était pas du tout farfelue. Exclu. Thomas Ménager, le dernier mot sur ce qui va arriver. Là, on peut s'attendre à un Noël complètement dans la tourmente si vous déclenchez la censure la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs ? C'est la vraie question. Est-ce que la durée de vie de Michel Barnier, Premier ministre, est plus importante que celle d'une dinde là, en cette période ? C'est la petite blague qui agite les couloirs de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, derrière, c'est les Français qui vont souffrir. Donc nous, on agira en responsabilité. Donc ce serait votre responsabilité. Oui, mais c'est pour ça, la responsabilité, ça sera de savoir à quel moment le budget qui nous sera proposé en 49.3 sera bien pire pour les Français que la prolongation, un nouveau Premier ministre et un nouveau budget. Je regrette que le Premier ministre soit peut-être obligé d'attendre d'être censuré pour commencer à réaliser qu'il n'est pas majoritaire, qu'il doit entendre le résultat des élections, des urnes, et d'aller chercher des économies là où on peut en faire, sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur le train de vie de l'État. On a proposé un certain nombre de pistes, à lui de s'en saisir. Geoffroy, le dernier mot. C'est pas un mot, c'est une question pour Thomas Ménager. On a beaucoup dit, je suis désolé, que Emmanuel Macron payait en ce moment, en termes notamment de popularité, etc., le fait d'avoir dissous et d'avoir été l'artisan du chaos. Est-ce que ça compte pour vous, au moment d'aller censurer le gouvernement, d'être accusé d'avoir provoqué un chaos ? Non, parce que je vous le dis, je pense que le chaos économique, le chaos du quotidien des Français qui n'arrivent plus à faire leur plein, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, qui n'arrivent plus à s'en sortir, sera bien pire. Et les Français comprennent bien que si on censure, puisqu'on n'a pas voulu censurer comme le NFP
a priori juste pour bordéliser notre pays. Si on censure, c'est manière très responsable en se disant que c'est la dernière chance. Et c'est pour ça qu'on attend le dernier moment en lissant et en appelant le Premier ministre à entendre nos mesures. Merci Thomas Ménager. Merci Petite pause, on se retrouve dans Punchline sur CNews et Europe 1. On continuera à parler de cette menace de censure. On écoutera ce qu'en pensent les Français. Vous verrez, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils ont peur ou non de cette chute du gouvernement Barnier ?